Moi, j'attendais de voir Trump au sortir de là. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Écoutez Trump le lendemain. 2 points. Quelques-uns ont été... Nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de points. Quelques-uns ont été convenus, mais pas tant que ça. 1 ou 2 assez importants, mais je pense qu'ils peuvent être réglés. Maintenant, c'est vraiment au président Zelensky de conclure, et je dirais aussi que les nations européennes doivent s'impliquer. Nous sommes vraiment proches d'un accord. L'Ukraine doit accepter, mais peut-être qu'ils diront non. Les Européens doivent être impliqués. L'Ukraine doit vraiment accepter. L'Ukraine doit vraiment accepter. Vous n'avez pas attendu. La Russie doit vraiment accepter ou quoi que ce soit. L'Ukraine doit vraiment accepter. L'Ukraine doit vraiment accepter. Écoutons ce qu'ils disent. On va prendre désormais la direction de Kiev pour rejoindre Marianne Kotonov et Marine Truchot. Marianne, on le disait, pression très forte mise sur les épaules de Volodymyr Zelensky qui, lui, n'a pas encore réagi de son côté. Non, et il ne peut pas réagir parce que Donald Trump parle d'avancées, parle de progrès, mais quelles avancées, quels progrès? Personne ne sait de quoi il parle. Donc c'est très compliqué et ça va être une mission compliquée pour le président Zelensky, parce qu'en fait il va devoir effectivement réagir au fait qu'on lui lance la balle dans son camp, mais sans fâcher Donald Trump qui pourrait claquer la porte et dire écoutez, débrouillez-vous avec ce conflit, moi je n'y arrive pas, vous voulez pas de paix, eh bien très bien, continuez à vous battre. Donc il faut quand même qu'il ménage la susceptibilité de Donald Trump, tout en avouant bien que rien n'a été résolu. Il n'y a même pas un cessez-le-feu, ce qui était le minimum que les Ukrainiens attendaient aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aime bien cette dame parce qu'elle traduit toujours sa pensée de manière claire. Elle n'est jamais dans le sens de la propagande. Moi, c'est ce que je voulais. Et surtout, ici encore, vous apprenez autre chose. Comme Vladimir Poutine l'a toujours dit, comme la première fois, souvenez-vous, quand ils avaient glossé, oui, un cessez-le-feu, on va peut-être avoir un cessez-le-feu, moment décisif en Ukraine, et où j'avais décrypté ici encore que, non, c'est l'Ukraine qui veut un cessez-le-feu. Poutine, il a jamais dit oui à un cessez-le-feu. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Vous avez encore un LCI encore qui déchante. L'Ukraine, Trump veut un accord de paix, pas un cessez-le-feu. Et à chaque fois, moi, je ne comprends pas leur capacité à confondre à chaque fois ou à transformer ce que veulent les Ukrainiens ou ce que veulent la Russie en ce que veut Trump. L'histoire de cessez-le-feu inconditionnel, ce n'est pas une histoire des Ukrainiens. C'est une histoire des alliés de l'Ukraine, comme je l'ai déjà démontré ici maintes et maintes fois sur cette chaîne. C'est la séquence qui s'est passée après l'humiliation de Zelensky, quand les Européens se sont retrouvés à Londres pour défendre Zelensky et que Stamer et Macron, et surtout Macron, a avancé cette idée d'un cessez-le-feu sur la mer, dans les airs et sur terre. Cessez-le-feu inconditionnel, qu'il n'a jamais obtenu. C'est eux, comme l'avait décrit Lavrov, aussi la séquence elle est ici sur ma chaîne, Lavrov l'avait décrit en disant, ils vont prendre Zelensky, ils vont lui monter la tête, il va demander ce qu'ils vont lui imposer. Il va demander ça à Trump et après Trump va le proposer à Poutine qui décidera. Et c'était exactement la séquence. Zelensky part aux États-Unis, il fait le malin, il se fait dégager, il vient, les Européens montent ça. La semaine d'après, il rencontre Trump et il dit à Trump qu'il va un cessez-le-feu. Ça se passe en Arabie Saoudite entre les représentants de l'Ukraine et Marco Rubio. Trump, il reçoit la nouvelle. Trump, il annonce que nous avons un accord de cessez-le-feu. Nous allons en parler à Poutine pour voir si Poutine y sera d'accord. Dans les médias occidentaux, ça devient moment décisif. Un cessez-le-feu a été établi, on attend. Mais comment c'est un cessez-le-feu? Poutine n'a jamais dit oui. Pendant 3 jours, ils ont présenté ça comme ça en croyant que ça allait mettre la pression à Poutine, qu'il allait dire oui. Niet. 4 jours après, ça devient... Il faut lui mettre la pression. Comment ça, il veut pas cesser le feu? Et il me faut trop rire les Occidentaux. Et c'était pareil ici. Ils pensaient qu'ils allaient avoir enfin leur cessez-le-feu parce que je vous dis pas comment c'est la catastrophe au niveau du front parce que ce soir, on n'aura pas le temps de voir le front. Mais sachez qu'au front, sur la dernière situation que je vous avais décrite, là où les Russes ont leurs soldats normaux qui sont en train d'avancer
et que les Ukrainiens ne peuvent pas, maintenant les Ukrainiens, ils ont envoyé leur force spéciale. C'est qu'il y a comme effet naturel de ralentir l'infanterie normale des Russes. Puisque l'infanterie normale, ce ne sont pas leurs forces spéciales. Mais ce sont les forces spéciales ukrainiennes qui sont au front là. Si eux là, ils se font taper, pour l'Ukraine, c'est cuit. Ce sont les unités d'élite, les meilleures unités ukrainiennes qui sont en ce moment en train d'essayer de stabiliser le front. On ne sait pas encore si les Russes vont ramener leurs meilleures unités là pour leur faire combat ou s'ils vont réussir à leur causer des dégâts immenses parce qu'on sait que les Russes préparent d'abord le terrain avec l'artillerie et les drones. Donc, au niveau du terrain, c'est juste catastrophique. Là, l'Ukraine, elle est là. Elle est là. Elle a besoin de cette pause. Et ils l'ont pas. Et Trump, maintenant, passe à ce que Poutine avait dit. Nous ne voulons pas un cessez-le-feu. Nous voulons un traité de paix. Nous voulons que l'Ukraine accepte nos conditions de paix. Et ensuite, on va commencer à mettre en place les modalités sur les négociations d'après. Et les conditions sont la reconnaissance des 4 oblasts et la renonciation à intégrer l'OTAN, la démilitarisation. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, je ne sais pas... Bah bon, après, on va pas se faire d'illusions. Ces gens-là sont des menteurs. Ils vont toujours continuer à vouloir dépeindre ça comme si c'est eux qui avaient la main. Ce qui vient de se passer montre définitivement qu'il n'y a pas plus boss que Poutine dans cette histoire. Écoutons ici. Trump-Poutine largement. C'est donc le deuxième acte après la rencontre Trump-Poutine, largement commenté ce matin. Et information qui vient de nous parvenir il y a quelques minutes. Donald Trump qui donne la priorité à un accord de paix plutôt qu'à un cessez-le-feu. C'est ce qu'il indique sur son réseau Truth Social. C'est également l'autre information de cette matinée. Volodymyr Zelensky va donc se rendre lundi à Washington. De retour d'Alaska, la convocation. Et ça aussi, c'est l'une des séquences. Parce que là, nous sommes en train de sortir dans l'après. Zelensky, on va pas l'appeler, hein, parce qu'on sait qu'il y a les choses qu'on a à lui faire écouter. C'est dur. Donc, il faut qu'on le fasse venir ici. Il faut pas qu'il soit dans son terrain où il va prendre la tête. Il faut qu'il vienne ici, qu'on lui dise face à face. Peut-être qu'ils ont filmé l'entretien avec Poutine. Peut-être qu'il y a des documents qui ont été montrés pour qu'on lui montre qu'est-ce que les Russes ils préparent pour lui ou ils ont contre lui. Là, Zelensky, il va venir prendre la dose de réalité. Parce que les Européens, chaque fois qu'ils l'accueillent, plutôt que de lui faire voir la réalité, on lui dit, vas-y, continue à sacrifier ton peuple. Nous, on va continuer à faire des chèques. Là, on va lui donner une dose de réalité. La convocation. Le président américain s'est entretenu avec son homologue ukrainien, mais aussi avec les alliés de l'OTAN. On va prendre la direction de l'Ukraine. Marianne Kotonov, bonjour Marianne. C'est donc l'information de ces dernières heures. Le président ukrainien sera reçu à la Maison-Blanche dans 3 jours et ce ne sera pas du tout le même ton que la rencontre d'il y a 6 mois dans le bureau ovale, Marianne. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? Déjà, la première fois, c'était pas le même ton. C'est Zelensky qui a voulu jouer le malin. C'est Zelensky qui a voulu jouer le malin la première fois. Et pourquoi ça devrait être le même ton? Et Trump lui-même vient de se casser les dents. Pourquoi ça va être le même ton? Et tous ils pensaient que Trump il allait faire comme il fait d'habitude, broyer la main à Macron, tirer, les pousser. Avec Poutine, on n'a rien vu de tout ça. Moi, j'ai bien observé le serrage de main entre Poutine et Macron. Et entre Poutine et Trump. Si vous remarquez bien, quand Trump, il t'aime pas, ou quand Trump, il veut te dominer, non seulement il bouge pas sa main, il laisse sa main là, toi tu dois ramener ta main, mais en plus il tire ta main, il te tire vers lui. Contre Poutine, il a été normal. Donc soit il a des très bonnes relations avec Poutine, soit il y a un respect mutuel avec Poutine. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les autres. Oui, on l'imagine bien parce que là, de toute façon, les choses ont évolué. Là, officiellement, donc Volodymyr Zelensky va se rendre à Washington afin que Donald Trump lui donne, les détails de ce qui s'est dit entre lui et le président russe Vladimir Poutine. Parce que c'est vrai que le président américain annonce qu'il y a eu des avancées, que c'était un entretien très constructif, mais on ne sait pas du tout quelle est la teneur de ces propos, quelle est la teneur de ces négociations qui se sont faites donc en dehors de l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky n'était évidemment
évidemment pas là. Donc le président ukrainien va devoir un peu naviguer sur le fil, parce que d'un côté il ne doit pas fâcher son homologue américain, parce que de là dépend aussi l'aide américaine, et puis d'un autre côté il faut aussi qu'il défende les intérêts de l'Ukraine. Donc ça ne sera pas une tâche très facile pour le président ukrainien lundi. Merci beaucoup Marianne Kotonov en direct. Voilà, donc au sorti de la déception de Trump qui n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait, vous avez l'annonce ici qui vous dit que Zelensky il est convoqué pour qu'on aille le signifier qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la réaction du boss de boss qui, après sa réunion avec Trump, revient ici, il parle aux gens de son pays, je pense à son gouvernement, de qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que il y a Excellent Tips qui a publié une vidéo de ça. Je ne sais pas si dans la vidéo on en dit plus que ça, mais comme ici nous sommes sur une longue séquence, on va pas étudier directement que cette vidéo, on va écouter ce que Poutine a dit. Au fond de ce conflit, chers collègues, bonjour. Je vous ai demandé de venir pour vous informer des résultats de notre visite, de la visite de notre délégation aux États-Unis, en Alaska. Je tiens à noter que la visite a été opportune et très utile. Nous avons discuté de presque tous les volets de notre coopération, mais tout d'abord, nous avons bien évidemment parlé d'un règlement possible du conflit ukrainien sur une base honnête, et nous avons discuté de l'origine, des causes profondes de ce conflit et de l'élimination de cette cause profonde qui doit être à la base du règlement. Voilà. Et ça, c'est ce que tout le monde en Occident évite de dire. Et ça, c'est ce que Poutine, il a toujours dit depuis le début. Ce conflit se réglera en réglant d'abord les causes profondes de pourquoi ce conflit a commencé. Parce que tout le monde pense que c'est en échangeant des territoires que les Russes vont se contenter de ça. Non. Comme l'a dit Emmanuel Todd, les Russes ne veulent surtout pas avoir à refaire ça dans les décennies qui viennent. Parce que cet effort est tellement énorme, c'est un tel sacrifice, ça a poussé à une transformation profonde, ou peut-être même, ils ont dit anticiper plein de choses qu'ils prévoyaient peut-être de faire à leur rythme, mais à cause des sanctions et de tout ce qui leur en sont tombés. Et donc, ils ont dû s'adapter, ils ont dû adapter leur pays, la Russie a subi des transformations profondes à cause de ce conflit, sans compter des pertes. Et donc, ce choc-là, parce que les gens, nous on voit ça sans mesurer qu'est-ce que c'est. Parce que ce qu'ils ont voulu faire, c'est quasiment tuer la Russie économiquement. Ce qu'ils ont tenté de faire, c'était ça. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça qu'ils ont essayé de faire, c'est tuer la Russie économiquement. Et la Russie, c'est comme si tu avais pris plusieurs balles et que tu te remets debout pour recommencer ta vie. C'est ce que la Russie a reçu. La Russie a dû transformer sa société. Elle ne peut pas refaire ça 2 fois en quelques décennies. Déjà, regardez les Européens, eux, ils se sont jamais remis d'avoir fait la Deuxième Guerre mondiale. La preuve, ils sont incapables de soutenir l'Ukraine. Comme l'avait dit Emmanuel Todd, le sacrifice que ça coûte à la Russie de faire ce qu'ils sont en train de faire là, ne peut pas être pris à la légère et n'est pas pris à la légère par la Russie. Ils ne s'arrêteront que tant qu'ils seront sûrs que l'Ukraine ne peut pas recommencer cette bêtise et que aucun des soi-disant pays là qui s'amusent à se faire monter la tête par l'OTAN ne seront en mesure de titiller la Russie. Et c'est pour cela les causes profondes, comme dit Vladimir Poutine, sont à la base du règlement de ce conflit. Parce que si ces causes profondes ne sont pas traitées, ce sont ces mêmes causes qui vont recommencer encore. Puisque c'est ce qui s'est passé avec Minsk 1, c'est ce qui s'est passé avec Minsk 2, et c'est ce qu'on veut absolument oublier, éviter pour le futur. Enfin, on ne veut pas oublier, mais c'est ce qu'on veut éviter pour le futur. Ils ne veulent pas que, comme eux ils le suggèrent, oui, on va donner à la Russie, mais on ne va pas reconnaître juridiquement parce que ça permettra toujours de réclamer les terres. Non!
La Russie ne se fera pas avoir ce tour-ci. Ce tour-ci, là, vous allez donner où ils prendront. Et c'est ça les causes profondes. Et les causes profondes, c'est tant que ces gens-là seront au pouvoir, tant que ces gens-là maintiendront les mesures qu'ils ont prises, les choses qu'ils ont fait, on s'arrêtera pas. Et c'est surtout c'est que, comme je vous ai rappelé la dernière fois dans ma vidéo, parce qu'il y a une dame qui disait, oui, mais ces partis-là, russophones, ça a été détruit par la Russie, ces gens-là détestent la Russie aujourd'hui. Mensonge. Parce qu'à chaque fois que ces endroits-là sont sécurisés, la Russie reconstruit ces endroits-là en mieux pour permettre à ceux qui étaient là de revenir. Donc peut-être que ces gens-là ont perdu et s'en vont avec le chagrin et tout ça, mais quand le moment sera venu pour eux de revenir, parce qu'ils reviendront librement, eh ben, ils pourront réclamer ce qui est à eux. Parce que je ne vois pas quels sont les Russes qui vont venir habiter là et réclamer ce qui n'était pas eux, étant donné qu'ils sont venus sauver ces gens-là. On a déjà vu les images de Mariupol. Mariupol est totalement reconstruit, presque. Et les Russes comptent faire ça sur toute la zone qu'ils ont construite. Et c'est surtout s'ils font ça. C'est surtout ça que moi qui me fait rire, parce que quand ils disent ça, j'ai dit, mais attendez, si les partis russophones, pour les prendre, ils les ont détruits totalement, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant qu'ils vont s'attaquer à des partis qui sont non russophones? Est-ce qu'ils auront besoin de se retenir pour les partis qui sont non russophones? Si l'Ukraine voudrait vraiment continuer ou voulait recommencer cette guerre, est-ce qu'elle imagine bien si pour ceux qui sont venus eux-mêmes sauver, ils ont détruit les territoires? Alors pour ceux qu'ils n'ont pas besoin de sauver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que là, les Ukrainiens et ceux qui poussent l'Ukraine à aller se battre, ils doivent commencer à réfléchir. Parce que sur la partie où il n'y a pas des russophones et où la Russie n'est pas intéressée, qu'est-ce qui empêche la Russie de faire comme l'OTAN? Même pas besoin de mettre des soldats qui sortent ou quoi que ce soit. Tu rases tout. Tu rases tout comme ils ont fait à chaque fois. Comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait au Liban, comme ils ont fait partout, ils sont partis. Comme ils ont fait en Serbie. Tu rases tout. Nous n'avons pas vu de telles réunions depuis longtemps. Je le répète, nous avons eu la possibilité de parler en tranquillité et d'exposer notre position. Nous respectons bien évidemment la position américaine. Non, en tout cas, au moins, du côté de Poutine, il n'y a pas beaucoup de blabla. Si tu suis cette actualité, ou en tout cas si tu suis ce conflit de manière assidue, tu connais la position de la Russie. La position de la Russie, c'est que le gouvernement ukrainien n'est pas légitime. Il ne veut pas signer avec le gouvernement ukrainien parce que ils ont rendu toute négociation illicite, toute signature d'un traité de paix illicite, parce que c'est inscrit dans la constitution ukrainienne. Donc tu peux toujours signer, mais le prochain gouvernement a toujours le droit de dire que ce que eux ils ont signé, c'est pas licite parce que c'est inscrit dans leur constitution. Les gens qui faisaient des exactions là, les banderas et tout ça là, ils les veulent. Et c'est pour cela les prisonniers des banderas et tout ça là, ils ne retournent pas en Ukraine quand il y a des échanges de prisonniers. Et la reconnaissance de tout ce qui reste et l'éloignement de l'OTAN. Les positions de la Russie, tu les connais depuis bien longtemps. Et ils ne changent pas. Et c'est ça que les Européens, ils ont là, ils supportent pas. Parce que les conditions que la Russie a dit là, c'est des conditions qui font que il ne pourra plus avoir des politiques pro-européens, machin, nanana, parce que le prochain qui viendra en Ukraine, il n'aura pas besoin de promettre à l'Ukraine que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN ou que l'Ukraine va adhérer à l'UE. Parce que si elle adhère à l'UE, c'est les militaires des pays de l'UE qui sont les militaires des pays de l'OTAN qui pourront venir là. Comme il y a des militaires français en Roumanie. Les militaires français, ce sont des militaires de l'OTAN. Comme il y a des militaires de l'OTAN dans les pays baltes aujourd'hui. L'Allemagne qui est en Estonie ou en truc comme ça là, ou en Lettonie. Et donc c'est pour cela là, pour Vladimir Poutine, avant ils avaient juste dit que non, l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Mais de plus en plus, ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre non plus dans l'UE. Parce que si tu rentres dans l'UE,
Et ben la coopération militaire fera que des militaires de l'OTAN vont venir tout près des frontières de la Russie, qui sera le reste de l'Ukraine, de ce qui restera de l'Ukraine. L'administration américaine veut mettre fin au plus vite possible à ces hostilités et nous voulons parvenir à un règlement pacifique par un moyen pacifique. La discussion a été franche et de fond, et je pense que cette discussion nous approche de la fin de ce conflit. Bon, en tout cas, ce qui est de bonne augure, c'est qu'au moins de la bouche de Poutine, nous avons appris, selon lui, la discussion a été franche, ils ont bien dit ce que eux ils veulent, ce que les Américains veulent, c'est pas ce que les Ukrainiens veulent. Les Américains, comme il a été dit là, ils veulent un règlement de ce conflit le plus rapide possible. Eux, ils ont besoin de leur argent. Ils ont besoin de commencer à capitaliser sur tout l'argent qui est sorti. Et Poutine a bien dit à la fin, nous sommes proches d'un règlement de ce conflit. Et donc vous voyez ici, Poutine il a donné les conditions à Donald Trump d'aller discuter avec l'Ukraine et ses sous-fifres. Mais c'est pas son problème. Il n'y a pas de spéculation ou de je sais pas quoi. Et c'est ça que moi j'aime avec Poutine. Et c'est ça que j'aime avec ce que représente ce monsieur. La manière dont il conduit sa nation, la manière dont il guide sa nation. Il n'est pas là tout le temps en train de faire des effets de manche qui se révèlent sans effet, sans rien du tout, ridicule, décrié. Non. Il n'est pas tout le temps là en train de distiller des ragots pour faire croire qu'il fait mieux son travail. Il n'est pas dans des effets de communication. Ce qui déjà me désole parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant en Afrique qui partent sur ce modèle-là, qui préfèrent faire des effets d'annonce qui ne sont suivis d'aucun effet sur le terrain, plutôt que de travailler et de voir les effets de leur travail sur le terrain. Et c'est exactement ce que vous voyez dans beaucoup de pays d'Afrique. Dans beaucoup de pays d'Afrique, là où la politique est vraiment nulle et les gens gèrent mal, ils sont tout le temps en train de parler des effets d'annonce. Nous allons faire ceci, on annonce tel projet, machin, nini, nana. Et à la fin, les gens n'ont rien obtenu ou alors c'est très loin de ce qu'ils avaient promis. Mais là où on ne parle pas, où on travaille, on constate juste que voilà, le travail est fait, les résultats sont là, amélioration pour la population. J'ai épinglé, c'est Romain Besonnet qui a mis ici volonté de la population ukrainienne pour juste vous montrer à quel point on est en train de mentir. Là, vous avez les Ukrainiens ont perdu l'appétit pour la guerre et supportent maintenant les négociations de paix. Et ici, vous avez le croisement des courbes pour vous dire que c'est depuis longtemps les Occidentaux et surtout LCI, les gens comme ça, les médias mainstream particulièrement en France, essaient de le cacher. Mais ici, dans les médias anglais, vous trouvez souvent des sources qui corroborent la vérité. Quand ce conflit a commencé, on avait une majorité des Ukrainiens qui supportaient la guerre. Après, je crois, l'échec de 2023, et parce qu'on voit ici que c'est proche de l'été 2023, quand ils avaient soi-disant préparé leur riposte, quand ils se sont cassés la gueule, les courbes se sont croisées. Parce que c'est là qu'on a compris que voilà, l'armée ukrainienne est en train de se faire décimer. Et la décimation, c'est quand on a une personne sur 10 qui meurt dans une population. Bon, peut-être que la décimation de l'armée serait mieux dit. Parce que nous avons plus d'un soldat sur 10 Ukrainiens qui meurent au combat. Normalement, si on pense bien. Parce que d'après les données de Titelman, ça serait sur de l'ordre de 170 000 Ukrainiens morts. D'après les données que les autres ont, on approche le million d'Ukrainiens qui seraient morts. Donc, il y a vraiment une décimation de l'armée ukrainienne. Et au fur et à mesure qu'on voit que les gens meurent et que les gens sont raflés dans la rue, nous avons une désapprobation de la guerre auprès de la population ukrainienne et un soutien pour les négociations avec la Russie. Et on approche maintenant ce qui étaient les ratios du début de la guerre. Au début de la guerre, nous avions plus de 70% des Ukrainiens qui étaient pour la guerre. Et maintenant, nous avons
moins de 30% des Ukrainiens qui sont pour la guerre, et on avait 20% qui étaient pour les négociations, et maintenant nous sommes à 69. Donc bientôt on aura dépassé les 70 si ça continue. Et donc une fois qu'on a dit ça, on en arrive au lendemain